Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Dans ce 9e épisode, la paix ne sera pas abordée comme une consigne morale ni comme un vœu général. Elle doit être comprise à partir de la manière dont Hegel pense l'histoire elle-même. Pour lui, l'histoire n'est ni un musée de faits ni un récit édifiant, c'est un processus où se déploie une logique, celle de l'esprit. Ce déploiement n'a rien d'un progrès linéaire paisible. Il passe par des ruptures, des tensions, des contradictions qui brûlent les formes anciennes pour en faire surgir de nouvelles. Hegel aime l'image du phénix. Ce qui meurt dans l'histoire ne disparaît pas simplement. Il est relevé, transformé, intégré dans une figure plus ample. Dans ce cadre, la paix n'est pas dans un monde débarrassé de ses contradictions. Elle correspond plutôt à une stabilité conquise, fragile mais réelle, lorsqu'une forme historique devient assez rationnelle pour intégrer la conflictualité au lieu d'en être détruite. La thèse directrice sera donc la suivante. La paix hegelienne est une paix de réconciliation. Elle ne renvoie ni à l'innocence ni au calme, mais à une forme de vie où la liberté trouve des médiations capables de soutenir l'ordre commun. Si l'on conserve le sens ordinaire du mot paix, on manque le cœur de la démarche hegelienne. L'enjeu n'est pas de supprimer le conflit comme s'il s'agissait d'un parasite extérieur à la vie collective. L'enjeu est de comprendre comment le conflit devient intelligible, comment il cesse d'être une pure contingence et se révèle comme un moment dans l'avancée de la liberté. La paix ne désigne donc pas l'absence de contradictions, mais un régime où les contradictions cessent d'être destructrices parce qu'elles sont médiatisées, institutionnalisées, prises en charge par des formes. C'est pourquoi Hegel commence par un détour méthodologique. Avant même de dire ce que l'histoire signifie, il demande comment on l'écrit. Ce détour n'est pas un préambule neutre, il détermine ce qu'on peut voir, et donc ce qu'on peut comprendre d'une paix qui ne serait pas seulement une apparence. Hegel distingue 3 types d'histoire dans son introduction à la philosophie de l'histoire. Ce n'est pas une classification scolaire, mais la description d'une montée en puissance du regard. Le premier type est l'histoire originaire. Elle est produite par des témoins, des hommes qui racontent ce qu'ils ont vécu, vu, éprouvé, comme Hérodote. Leur récit a une force. Il transforme l'événement brut en représentation. Mais il a une limite structurelle. Il reste enfermé dans l'esprit de l'époque. L'historien se confond avec ce qu'il raconte et manque du recul nécessaire pour juger des présupposés dont il est lui-même porteur. Dans ce registre, la paix est facilement prise pour une atmosphère, une période heureuse, une détente après la crise, sans que l'on puisse vraiment en évaluer la solidité ou la signification. Le deuxième type d'histoire est l'histoire réfléchie. Ici, l'historien ne se contente plus d'être un témoin, il reconstitue le passé à distance, il organise, découpe, sélectionne, relie des événements et des concepts. Hegel souligne ici l'importance des abstractions et des abrégés. La pensée est le plus puissant abréviateur, et l'on dit par exemple une bataille, une victoire, un siège, pour condenser des ensembles immenses en détermination destinés à la représentation. Ce travail donne une cohérence au récit, mais il porte un risque, celui de l'arbitraire, car le découpage et la mise en ordre supposent une métaphysique implicite. Dans cette perspective, la paix peut devenir une catégorie de classement, période de stabilité, équilibre, ordre, sans qu'on voit toujours comment la conflictualité travaille souterrainement ces constructions. Le troisième type est l'histoire philosophique du monde. Elle est générale et non abstraite. Elle vise l'universel concret, le principe spirituel qui s'incarne dans des peuples, des États, des institutions, et qui se manifeste à travers la succession des événements. L'histoire philosophique n'applique pas un schéma tout fait, elle cherche dans les faits la nécessité interne qui les relie. C'est ici que la paix change de sens. Elle n'est plus seulement un moment calme, mais un indice de rationalité, le signe qu'une figure de la liberté a trouvé une forme suffisamment robuste pour se maintenir. Mais dès lors, une première illusion se laisse repérer. On peut croire que la paix se lie directement dans l'apparence des époques, comme si une période calme était une période vraie ou solide. Or, une époque peut être tranquille et pourtant non réconciliée. Le calme peut être produit par la rigidité, par la peur, par un ordre qui tient simplement parce qu'il n'a pas encore rencontré sa crise. L'histoire originaire, parce qu'elle est collée à l'expérience de l'époque, risque de raconter la paix comme on raconte une météo, du type « il faisait beau ». Hegel veut dépasser cette immédiateté. Il veut comprendre ce que signifie ce beau temps, et s'il annonce une forme durable ou une simple suspension.
Une autre illusion plus subtile concerne celle de l'histoire réfléchie. Parce qu'elle met de l'ordre, elle peut donner l'impression de maîtriser le réel. Mais elle peut aussi traiter la guerre comme une anomalie et la paix comme la norme, en oubliant une structure fondamentale. Il n'existe pas d'instance politique mondiale capable d'arbitrer souverainement les conflits entre États. On peut aligner les faits, décrire des traités, regrouper les causes et pourtant manquer l'essentiel. Entre États souverains, la paix est toujours précaire. Sans comprendre le statut de cette souveraineté et la logique externe des relations interétatiques, on risque de fabriquer une paix de papier, cohérente dans le récit mais fragile dans la réalité. Hegel formule alors une thèse tranchante. L'histoire du monde est le tribunal du monde. Ce vocabulaire judiciaire ne doit pas être compris comme une simple métaphore. Entre eux, les États se comportent en tant que particuliers. Ils entrent dans un jeu mobile de passion, d'intérêt, de but, de talent, mais aussi de violence, d'injustice, de contingence. Dans ce jeu, l'indépendance même de l'État est exposée au hasard. Chaque État exprime l'esprit d'un peuple, mais cet esprit demeure fini. Il est lié à une particularité, il est donc limité. L'histoire met ces principes finis en relation, les pousse à leur contradiction, les confronte les uns aux autres. C'est dans cette dialectique des esprits finis que se manifeste l'esprit du monde, et c'est lui qui exerce sur eux son droit suprême. Il n'y a pas de juge institutionnel universel, mais il y a une rationalité historique qui juge les formes en les dépassant. Les États surgissent, accomplissent quelque chose, puis se voient dépassés par une forme plus adéquate. Dès lors, un traité peut suspendre une guerre, mais il ne supprime pas la structure qui rend le conflit possible. La paix internationale apparaît moins comme une fin que comme une trêve structurale. On comprend alors pourquoi la guerre dans ce cadre n'est pas simplement un accident extérieur au cours des choses. Ce n'est pas une valeur, encore moins un idéal moral, mais un révélateur. Elle manifeste la finitude d'une forme historique. La pluralité des souverainetés ne se laisse pas dissoudre dans un universel politique effectif. Chaque État est une totalité éthique pour lui-même, mais entre totalités, aucune totalité supérieure n'est déjà donnée. Vouloir une paix définitive au sens d'un repos final de l'histoire, ce serait réclamer une immobilité qui contredit la logique même du devenir historique. La paix hegelienne est donc un moment de stabilisation, un intervalle où une figure de la liberté parvient à se maintenir jusqu'à ce que ses contradictions internes ou externes la travaillent de nouveau. Hegel introduit alors un acteur décisif, ce qu'il appelle les grandes individualités historiques. Elles ne sont pas définies par leur moralité, mais par leur capacité à condenser une époque. Elles sont celles qui disent les premières ce que les hommes veulent. Elles veulent leur propre satisfaction. Elles agissent avec une passion immense, parfois brutale. Pourtant, elles deviennent le relais du mouvement collectif. Elles rendent conscient ce qui est latent. Les autres résistent, puis finissent par suivre, parce qu'ils reconnaissent dans l'œuvre du grand homme la puissance de leur propre esprit intérieur. Dans ce schéma, la paix n'est pas le point de départ de l'action historique. Elle apparaît après coup comme la stabilisation d'un ordre nouveau, rendu possible par la rupture qui a défait l'ordre ancien. On peut alors penser à la célèbre phrase qu'aurait prononcée Hegel à propos de Napoléon. Il dit « J'ai vu l'empereur, cette âme du monde sortir de la ville pour aller en reconnaissance. C'est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine. » Mais le point le plus vertigineux tient à la manière dont Hegel articule passion et rationalité. Les individus poursuivent des buts particuliers, mais l'ensemble de leurs actions contribue à un but plus vaste, le déploiement de l'esprit, donc la réalisation progressive de la liberté. C'est ce qu'on appelle communément la ruse de la raison. La raison ne supprime pas la passion, elle l'utilise, elle ne moralise pas l'histoire, elle la rend intelligible. On en tire une conséquence directe pour la paix. Si la paix advient, elle n'advient pas parce que les agents ont choisi d'être pacifiques, elle advient parce qu'une forme politique, une organisation de la liberté devient historiquement nécessaire, et que même des forces non pacifiques finissent par converger vers cette nécessité. La paix est alors l'effet d'une transformation des formes, non la récompense d'une conversion morale. Hegel affirme que la philosophie apporte à l'histoire une idée simple. La raison domine le monde,
Et l'histoire universelle s'est donc déroulée rationnellement. Le travail philosophique consiste à éliminer le contingent, non pas en niant les faits, mais en refusant de les laisser au hasard, comme si aucune nécessité interne ne s'y montrait. Il faut chercher dans l'histoire une fin universelle, un but absolu, et non une finalité particulière liée au sentiment ou à l'intérêt subjectif. Cette position peut paraître exiger une foi préalable. Hegel le sait et le dit. Il faut apporter à l'histoire la conviction que le monde du vouloir n'est pas livré au hasard. La preuve n'est pas une démonstration extérieure posée au-dessus des faits, elle réside dans la connaissance de la raison elle-même. L'histoire, elle, ne fait que montrer cette rationalité à l'œuvre, comme un phénomène où l'universel se manifeste dans la multiplicité des peuples. La paix hegelienne peut alors se comprendre selon deux plans, qui ne se superposent pas parfaitement mais qui structurent la question. À l'intérieur de l'État, la paix correspond à une vie éthique médiatisée. La société est traversée par des intérêts, des rivalités, des inégalités. Ces tensions ne disparaissent pas. Mais une paix réelle devient possible quand elles sont prises en charge par des médiations, par le droit, par une organisation politique où l'universel ne se contente pas d'écraser le particulier, mais lui donne une place. La paix est alors une paix de reconnaissance. La liberté ne se joue pas contre l'autre, mais dans une forme commune qui rend compatible des libertés. Entre États, en revanche, la perspective est plus dure. L'absence d'universalité politique effective au-dessus des souverainetés rend impossible une garantie définitive. La paix y demeure fragile, toujours susceptible d'être reprise par la logique externe des rapports de puissance. Elle ressemble davantage à une suspension qu'à une clôture. Cette conception oblige à affronter des difficultés lourdes. D'abord le prix humain. Les passages d'un règne historique à un autre se font souvent par conquête, effondrement, violence. Comment parler de rationalité sans basculer dans un certain cynisme ? Le danger serait de confondre rationalité explicative et justification morale. Rendre le mouvement intelligible ne transforme pas la souffrance en bien. Que reste-t-il alors de ce parcours ? D'abord, une définition exigeante de la paix. La paix n'est pas un état naturel ni un simple calme, mais une réconciliation, c'est-à-dire une manière pour la liberté de se donner une forme stable. Ensuite, une thèse sur l'histoire. Elle n'est pas le lieu d'un repos moral, mais un procès où les formes finies sont jugées dépassées et remplacées. Cela explique pourquoi, entre États souverains, la paix ne peut pas être absolument sécurisée. L'histoire joue alors le rôle de tribunal, parce qu'il n'existe pas de juge politique mondial. Enfin, la rationalité historique ne se réalise pas malgré les passions, mais à travers elles. Les héros, les conflits, les ruptures ne sont pas sanctifiés, mais intégrés comme moment d'un devenir où l'esprit apprend à travers ses propres déchirures, à devenir chez lui dans sa liberté. La paix hegelienne n'est donc ni une anesthésie, ni une extinction. C'est une stabilité difficile, toujours menacée, mais intelligible parce qu'elle est l'effet d'une transformation des formes où la liberté se reconnaît progressivement comme universelle.